rapidement. Vous étant dans le secteur, est-ce que vous avez une idée de l'impact que a eu le coronavirus sur le secteur de l'aviation et on est particulièrement au Congo? Oui, effectivement, il faut d'abord commencer par rappeler, c'est l'ironie du sort, hein, parce que nous sommes dans un système économique qui dépend des déplacements, des mouvements des personnes et des biens. Et dans tout ça, l'avion est le premier vecteur qui permet de déplacer les gens le plus vite possible. Et si la pandémie a commencé en Chine et s'est répandue partout dans le monde, ben c'est grâce à l'avion. Donc c'est l'avion qui était le premier vecteur qui a emmené le coronavirus en Europe, en Afrique et en Amérique. Et ce qui s'est passé, c'est que l'avion qui était le premier vecteur qui a transporté le coronavirus a été le secteur le plus impacté également. Parce que, étant donné que la maladie s'est propagée, on a interdit le transport. Et en interdisant le transport, les avions ne peuvent plus voler. Donc ça devient le premier secteur également impacté par la crise du coronavirus. Et donc actuellement, il y a des milliers d'avions au sol, il y a des dizaines, des centaines de milliers de pilotes au sol, des techniciens. Alors c'est toute une industrie qui est au sol, c'est toute une industrie qui travaille là. Et donc je ne sais pas à combien on peut chiffrer l'impact économique que ça peut avoir sur l'aviation. Mais après, il faut savoir que les humains ont toujours la capacité de s'adapter. Donc on essaye de trouver des voies et moyens pour garder une certaine ligne de conduite pour que le personnel qui reste au sol, les avions qui restent au sol, continuent à suivre une petite formation. Un avion il est fait pour voler et le pilote aussi il doit rester récent, c'est-à-dire un pilote ne peut pas rester plus de 90 jours sans voler. Donc sinon il faut qu'il fasse ce qu'on appelle des récurrents. Donc chaque compagnie essaie de mettre en place des procédures pour que tout ce personnel-là ne soit pas perdu, que tout ce personnel-là ne perde pas le savoir, qu'il garde de l'expérience et pour que quand les vols vont reprendre, ça se passe en toute sécurité. Et qu'est-ce qui a été fait au niveau du Congo-Brazzaville pour en ce qui concerne votre secteur pour vous aider à faire face à cette pandémie? Est-ce que le secteur de l'aviation civile a été abandonné à soi-même ou vous avez quand même reçu un certain subventionnement ou une certaine assistance pour vous permettre de faire face à cette crise? Alors on va dire que la crise elle est un peu générale, ça touche beaucoup de secteurs au pays et donc ça revient un peu du niveau politique, la décision qu'il faut prendre. Quel apport on va mettre à la disposition de l'aviation civile pour la relancer. Donc actuellement, nous avons la plupart des compagnies qui ne volent plus malheureusement pour les raisons post-Covid qui n'ont pas survécu. Donc nous sommes en train d'avoir un peu quels sont les protocoles qui seront mis en place, quel est l'accompagnement peut-être que le gouvernement fera pour accompagner ce secteur pour que ça relance de façon effective. C'est vrai que ce n'est pas les seuls pays qui sont impactés, hein. Dans beaucoup de pays, des compagnies nationales sont encore au sol. On a connu des gros licenciements par exemple avec la compagnie Air France qui a licencié beaucoup de son personnel. Et ça a été le cas aussi, il y a eu des licenciements ici au Congo. Alors, au Congo, on ne parle pas encore de licenciement, mais en Afrique, surtout, la grande compagnie qui a licencié, c'est Royal Air Maroc, qui a licencié pas mal de personnes, beaucoup de pilotes, voilà, une grande compagnie. Et donc, pour le Congo, officiellement, il n'y a pas encore eu de licenciement, bien que les activités sont en arrêt. Donc, on attend de voir un peu qu'est-ce qui peut être fait pour essayer de sauver un peu le meuble. Donc, voilà. D'accord. Avec vous également, nous allons aborder une polémique qui a eu lieu tout au long de la semaine dernière concernant donc, bien évidemment le vol Air France, je l'ai mentionné d'entrée de jeu. Ils étaient censés atterrir sur Brazzaville et bizarrement, ils ont atterri à Pointe-Noire. C'est dû à quoi cette panne? Est-ce que c'était grave? Est-ce qu'on a fallu avoir un deuil national à cause de cet incident-là? Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? D'accord, c'est une question très importante parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Ce n'est pas la première fois qu'un avion rate un atterrissage. Ça revient généralement tous les 3 mois, tous les 6 mois et ça prend des spéculations, ça va dans tous les sens et chacun interprète en fonction de son niveau, en fonction de ses connaissances aéronautiques. Et ce facteur humain-là peut emmener à ce que des problèmes simples soient très amplifiés. Donc aujourd'hui, c'est une bonne opportunité pour expliquer à toutes ces personnes qui prennent l'avion, peut-être les rassurer un peu, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe. Alors, il faut savoir en matière d'aviation civile, c'est très réglementé. Quand il s'agit de transporter les passagers, ce n'est pas comme vous levez, vous prenez votre voiture, vous allez au boulot. Non, c'est très réglementé, il y a plein de procédures. Donc, on ne fait pas ce que l'on veut. Le pilote ne fait pas ce qu'il veut. Donc, il y a des procédures qui sont instaurées par la compagnie qui expliquent à un pilote qu'est-ce qu'il doit faire quand il quitte un point A à un point B. Et donc, tout avion qui quitte un point A vers un point B, il a un protocole qu'il doit exécuter. Donc, il a ce qu'on appelle également des minima. Donc, quel que soit le temps qu'il fera, il y a des minima sur lesquels il doit respecter. Ces minima prennent en compte la direction du vent, la force du vent, la visibilité, la météo. Donc, il arrive que ce qui est prévu, parce qu'en aviation on prévoit tout, si l'avion qui s'approche de la piste est à une certaine altitude pour la piste de Maya-Maya, nous avons un système de guidage qu'on appelle ILS qui est de catégorie 1. Et donc, pour ce système de ILS, l'avion est autorisé à descendre jusqu'à 200 pieds, c'est-à-dire à peu près 60 mètres du sol. 60 mètres du sol, ça correspond un peu à un immeuble de 20 étages. Voilà, donc un avion peut descendre jusqu'à cette altitude, même s'il ne voit absolument rien.
Vous voyez, c'est quand même assez proche du sol. Donc les descentes sont très précises aujourd'hui. Donc jusqu'à cette altitude, l'avion a le droit de descendre jusqu'à attendre de son pied. Et donc si à cette altitude, il ne voit pas la piste, il ne voit pas les éléments de balisage de la piste, il doit remettre les gaz. Voilà, donc il se peut que vous arrivez à cette altitude, le pilote ne voit toujours rien, alors il fait ce qu'on appelle une remise des gaz. Voilà pourquoi on constate souvent que quand il y a un vol tirage-atterrissage, il descend toujours très bas. Je l'ai vécu personnellement à Visieux, à Pointe-Noire, avec un vol qui était carrément descendu au stade et on a vu le vol carrément bas. Et donc c'est à cause de ça, c'est une recommandation. Exactement, c'est une procédure normale et c'est même pas ce qu'on appelle une procédure d'urgence, ce n'est pas dans le côté rouge, c'est le côté vert. Donc c'est une procédure normale, on peut dire un peu jaune. Donc c'est-à-dire dans cette procédure-là, le pilote remet les gaz, il repart en vol, il rentre ses éléments de traînée, il rentre les trains, il rentre les volets, il va se repréparer parce qu'il a jugé que l'atterrissage ne peut pas se passer en toute sécurité. Donc il n'a pas du tout remis en cause la vie des passagers qui sont à l'intérieur de l'avion. Pas du tout, c'est une procédure tout à fait normale. C'est vrai que c'était un moment très intense parce que la charge dans le cockpit est très élevée, il faut reconfigurer l'avion, il faut rentrer les trains, il faut gérer la puissance, il faut gérer l'assiette, mais c'est une procédure normale. Et les pilotes sont entraînés à faire des remises des gaz en temps normal et même dans les moments les plus difficiles. Et donc je rassure les passagers que quand un avion fait une remise des gaz, ce n'est pas une situation critique, c'est une situation complètement contrôlée. Loin de tout ce que les gens ont pu dire sur la toile, ce n'est pas du tout une situation critique. Non, ce n'est pas forcément une situation critique. Et dans la plupart des cas, vous savez, vous êtes dans un avion, vous ne savez pas ce qui se passe dans le cockpit. La plupart des gens ne connaissent pas ce qui se passe dans le cockpit. Donc du coup, si on est proche du sol et on voit que l'avion repart, on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'avion est reparti. Et malheureusement, pendant cette phase, on n'a pas le temps d'expliquer aux passagers qu'est-ce qui se passe. Même si on leur explique, ils ne comprendront pas. Donc il n'est pas prévu dans la procédure. Voilà, il n'est pas prévu dans la procédure. Quoi dire aux passagers quand on fait une remise des gaz? Donc il faut avoir confiance à l'équipage qui est là. Ils font leur boulot. Ils ont estimé que la sécurité était engagée s'ils continuaient la voie vers l'atterrissage. Donc ils préfèrent faire une remise des gaz, prendre d'autres dispositions et se poser. Donc dans ces dispositions, le pilote peut décider de refaire une autre tentative pour venir se poser, ou bien dans d'autres cas, le pilote peut décider de changer carrément d'aérodrome. C'est fut le cas pour des avions, par exemple, qui sont venus à Brazzaville, ils n'ont pas pu se poser à Brazzaville, ils sont partis se poser à Pointe-Noire. Ça peut être la visibilité qui était mauvaise, ça peut être un orage est sur Brazzaville, voilà. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent emmener à ce que le pilote décide qu'il ne peut plus se poser sur cette piste-là. Voilà. Et donc on va rassurer toutes les personnes qui ont en tout cas eu peur parce que les gens ont cru qu'on devait rentrer dans un deuil national parce qu'il y avait quand même beaucoup de passagers. Et donc je rappelle encore que nous recevons pour vous à l'occasion donc de la journée internationale de l'aviation civile le commandant Illich Angania qui est donc ici administrateur général du CIM Aerospace. Aussi l'aviation civile c'est ce genre d'entreprise qui permettent également de former des hôtesses d'accueil, des hôtesses scolaires, et également des pilotes. Et c'est ce que vous faites avec votre organisation, sinon votre entreprise. Oui, effectivement. Donc, nous avons monté aujourd'hui 4 ans CIM Aerospace, qui est la plateforme qui va permettre aujourd'hui aux jeunes Congolais, aux jeunes passionnés, à toutes ces personnes qui veulent un peu savoir c'est quoi un avion, c'est quoi le cockpit d'un avion. Et voilà pourquoi, pour des raisons, pour quelqu'un qui a été à CIM Aerospace, s'il était dans un vol Air France, par exemple, qui faisait une remise des gaz, il allait tout simplement comprendre que ce n'est qu'une remise des gaz. Voilà. Il n'allait pas se mettre à paniquer, à prier. Bon, je n'ai pas de mal contre la prière, mais sauf qu'après, les gens, ils ne comprennent pas, ils spéculent, ça va dans tous les sens et ça se contamine les uns les autres. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place CIM Aerospace, pour que les gens commencent à avoir accès au monde de l'aviation. Très peu de gens sont entrés dans un cockpit d'avion, très peu de gens ont fréquenté les aéroclubs. Ce sont des choses qui n'existent pas dans notre environnement. Donc en mettant en place cette plateforme-là avec des simulateurs de vol, ça va permettre un peu à tout le monde, à tous ces jeunes de commencer à comprendre un avion c'est quoi, comment ça se pilote, dans le cockpit il y a quoi, qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est aussi un transfert de savoir. Parce que l'avion, ce n'est pas uniquement la plateforme elle-même en tant que l'avion, la structure, mais aussi tout le savoir sur l'environnement, sur la météo, sur la géographie. Donc pour un enfant, ça peut être un monde très très intéressant qui peut enrichir son niveau intellectuel. Et même pas pour les enfants, pour les curieux aussi, comme nous autres, qui veulent bien savoir comment ça se passe dans un cockpit, voilà, avoir au moins des b.a.-ba du secteur de l'aviation. Vous avez lancé depuis un moment, et même je reçois tous les lundis ici avec le coach Idriss, des hôtesses de l'air que vous formez. Moi, j'ai quand même envie de savoir si c'est fiable, ces formations. Parce que depuis un moment, ça a pris de l'ampleur. Il y a en tout cas un bon nombre de filles qui viennent se faire former au sein de CIM Aerospace. Qu'est-ce que vous garantissez à ces personnes-là qui viennent faire ces formations chez vous? Alors, c'est vrai que nous sommes CIM Aerospace. Notre vision, c'est former le personnel dans le secteur aérien, c'est-à-dire pilote, hôtesse de l'air et technicien en sol.
Alors, pour l'heure, en ce qui concerne les formations, je tiens juste à faire une petite rectification. Ce n'est pas une formation hôtesse de l'air pour le moment. D'accord. Nous faisons une formation hôtesse d'accueil bilingue. Ah Alors, ben. pourquoi nous ne faisons pas hôtesse de l'air? Nous avons aujourd'hui les compétences et toutes les ressources nécessaires pour former les hôtesses de l'air. Mais sauf qu'il n'y a pas la demande. Donc, le besoin n'est pas là en tant que tel. Si on forme, on les forme, elles vont traîner. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a plutôt voulu orienter une formation hôtesse d'accueil pour qu'elle reste plus généraliste, pour qu'elle puisse travailler partout, dans les administrations, dans les grands hôtels, dans des bureaux, dans des entreprises. Donc, c'est une formation hôtesse d'accueil. Non seulement les filles apprennent à être hôtesse d'accueil, mais elles apprennent également un côté entrepreneurial qui va les permettre aussi de s'autogérer une fois qu'elles sortent de la formation. Et après, les gens demandent quels sont les débouchés. Il y a beaucoup de filles en voit en tenue rouge et bleu de la vie. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Ben, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de filles qui travaillent dans beaucoup d'entreprises, qui travaillent à la réception de certains hôpitaux, qui travaillent à Brazzaville, à Pointe-Noire. Et d'ici, peut-être même la semaine prochaine, nous allons commencer à faire un peu le tour de ces endroits où ces filles travaillent et qui montrent un peu cet apport de ces filles qui sont formées de façon très professionnelle. Vous savez, nous avons un sérieux problème généralement à Brazzaville et à Pointe-Noire quand il s'agit de la réception de les endroits. Les gens sont très très mal reçus. Parce que le métier d'accueil dans ce pays n'a jamais existé. On prend quelqu'un que l'on connaît, qui est joli de visage, qu'on met derrière un bureau et on pense que la personne peut faire de l'accueil. Non, c'est un métier, ça s'apprend. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce travail-là pour apporter cette qualité au niveau des réceptions des entreprises pour aussi améliorer l'image de ces entreprises-là. Très bien. Et jusqu'ici, en tout cas, on voit l'engouement que ça peut créer au sein de la jeune féminine. Il y a de plus en plus des femmes, des jeunes filles qui viennent se former au sein de votre entreprise. Je rappelle encore le commandant Ili Tchangonia et administrateur général de CIMA Aerospace. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous voyons obligés de nous interrompre parce qu'il faudrait qu'on laisse la place à justement les hôtesses qui sont formées chez vous. Elles vont décrire ça un tout petit peu. J'aurais dû vous prévenir de venir faire le sport. Je serais venu en temps de sport. Et il faut rappeler que pour toutes les personnes qui veulent avoir un peu plus d'informations sur votre simulateur de vol, il est toujours là à l'aéroport. Alors, nous avons deux simulateurs de vol actuellement. Donc, nous avons un simulateur de vol qui se trouve dans le hall de l'aéroport, mais alors pour le moment, il n'est pas accessible à cause de tout ce qui est Covid. Mais nous avons un deuxième simulateur de vol qui se trouve toujours dans la zone aéroport, dans la zone freight, et dans le bâtiment de l'ANAC qui nous abrite. Et donc, nous avons ce simulateur de vol qui est accessible et pour tout le monde, pour les enfants.